L'histoire du bouddhisme commence là, sur cette terre, au nord de l'Inde, lorsque Bouddha réalisa 5 siècles avant notre ère l'éveil du zazen. Shakyamuni Bouddha, vous connaissez? Nommé Siddhartha Gautama, 5 siècles et demi avant notre ère, il naquit près de Kapila dans le parc de Langli. Dans le terrain népalais, aux confins de l'Himalaya, vivait le clan des Shakyas, d'influence brahmanique. C'est de là que lui vient son nom, Shakyamuni, le sage du clan des Shakyas, par lequel il est connu par-delà de l'Occident. Il eut pour père Kshatriya, c'était le roi Suddhodana, et sa mère s'appelait Maya. Comme un prince, sa jeunesse s'écoula dans l'insouciance du confort et des plaisirs, puis il se maria à 16 ans, ne connaissant rien du monde, à part le bonheur d'un palais, où il eut très vite un fils qui reçut le nom de Rahula. Mais bientôt les révélations résultant de ces escapades en dehors de son palais lui firent voir la réalité, la vieillesse, la maladie, la souffrance et la mort. Il découvrit en lui ce sentiment de tristesse et d'angoisse qu'on nomme le dégoût du monde. Comme beaucoup à son époque, trouver une voie spirituelle, conquérir l'immortalité, aurait pu résoudre ce problème. En l'an 537 avant Jésus-Christ, âgé donc de 29 ans, il quitta son palais doré et puis sa ville natale pour adopter sans aucun doute la vie religieuse. Il chemina vers le sud, ce qui le mena en Inde. C'est là où il se livra sous la direction de 2 maîtres reconnus pour leur yoga, Alara Kalama et Udraka Brahmaputra, aux exercices de l'extase qui le firent entrer en possession de ce que l'on nommait à l'époque les sphères supradivines et mystiques des recueillements. Mais doutant de l'efficacité de ces méthodes, car au sortir de celles-ci, il se trouvait comme avant, il décida de s'appliquer lui-même au grand effort. Il se retira alors avec 5 compagnons, avec lesquels, durant 6 ans, il se livra au plus sévère des disciplines. Arrêt du souffle, jeûne prolongé, ne devant jamais s'allonger, et ceci jusqu'à ce que sa vie fût vraiment mise en danger. Mais ces mortifications furent vaines, car il n'obtint même pas les pouvoirs qu'il avait escomptés. Il renonça donc à l'ascèse, abandonnant ses compagnons. Demeuré seul, Shakyamuni allait-il abandonner? Était-il près du triomphe ou bien risquait-il la mort? Il était vraiment épuisé, acceptant malgré toutes les règles des mets que lui offrit une jeune fille. Il reprit peu à peu des forces. S'étant lavé dans le fleuve un soir, il décida de s'asseoir sous l'arbre de la Bodhi et d'y rester jusqu'à la mort, ou bien jusqu'à l'obtention du merveilleux fruit religieux. Il resta donc assis bien droit et ne fit plus que zazen, au lieu de se concentrer et de diriger son esprit vers les sphères supradivines, comme le lui avaient enseigné ses anciens maîtres. Il se contenta de se dépouiller du corps et de l'esprit lui-même, découvrant ainsi le mystère de la mort, de la renaissance et de la suppression de tout attachement dans le monde des apparences. Au cours de ces jours mémorables, 49 au total, sans quitter sa méditation, il réalisa la sublime et parfaite illumination qui fit de lui un Bouddha, le Bouddha Shakyamuni. Bien qu'à la mort de Shakyamuni Bouddha, 18 sectes se réclamèrent de son enseignement,
et se formèrent à travers toute l'Inde, il ne transmit l'essence de son dharma qu'à une seule personne, Mahakashyapa, qui prit alors la direction de la communauté proche. Mahakashyapa édicta les règles et le comportement communautaire à suivre, puis organisa le premier concile bouddhique où ils compilèrent avec l'aide d'Ananda tous les enseignements du Bouddha. Cela fait, Mahakashyapa prit la décision d'entrer en nirvana. Il transmit alors la loi à Ananda et lui conseilla de la transmettre à son tour plus tard à un homme qui allait naître bientôt et qui s'appellerait Sonawashu. C'est cette transmission ininterrompue de maître à disciple du Bouddha Shakyamuni jusqu'à nos jours qui fait la particularité du bouddhisme authentique. S'ils sont tous de fameux personnages, nous ne révélerons ici que 3 patriarches principaux, Bodhidharma, Heihei Dogen et Mokudo Taisen. Vous allez voir qu'ils jouent un rôle capital dans la diffusion du bouddhisme à travers le monde. L'enseignement du Bouddha s'est étendu d'abord en Inde, où la transmission de maître à disciple a perduré pendant 7 siècles. Bodhidharma, héritier de cette transmission et 28e successeur de la lignée, amena alors le bouddhisme authentique en Chine, où il fut également transmis de maître à disciple pendant 7 siècles. Dogen, à son tour, après de longues pérégrinations, ramena la transmission de Chine au Japon, où encore, durant 7 siècles, elle fut léguée de maître à disciple. C'est au début des années 60 que Mokudo Taisen, appelé par les grands maîtres japonais le Bodhidharma des temps modernes, mieux connu sous l'appellation de maître Deshimaru, amena à son tour le véritable bouddhisme en France et dans tout le monde occidental. Si le bouddhisme historique commence avec Shakyamuni Bouddha et continue avec toute la lignée des grands maîtres, il existe aussi un zen préhistorique. Le Bouddha, à travers sa méditation et sa connaissance de toutes choses, a révélé qu'il y avait eu avant lui 6 grands Bouddhas. Le grand maître Vipassayin Bouddha, qu'on appelait le prêcheur universel. Le grand maître Sikhin Bouddha, qu'on appelait le Bouddha du feu. Le grand maître Visvabhu Bouddha, qu'on appelait le grand bénévole. Le grand maître Krakuchanda Bouddha, qu'on appelait le magicien doré. Le grand maître Kanakamuni Bouddha, qu'on appelait le grand maître doré. Et le grand maître Kashyapa Bouddha, qu'on appelait buveur de lumière. Shakyamuni Bouddha était donc le 7e patriarche de cette transmission. Si l'on peut dire que la transmission est plus ancienne que le Bouddha lui-même, on peut dire que la posture assise, le zazen, est plus ancienne que l'homme lui-même. Le début de l'évolution humaine remonte à plusieurs millions d'années, à l'époque des grands singes. Le sens de la flexion des genoux de ces animaux les prédestine à la posture assise, au zazen, la posture des Bouddhas. Après avoir pratiqué une longue période de zazen, on peut observer que le mode de redressement du pratiquant qui se lève pour pratiquer la marche du Kinin correspond significativement à la longue et lente évolution de la posture assise à la station debout, du singe à l'homme. Le Kinin, dans ce schéma d'évolution, est l'apothéose de la station verticale debout, la posture du surhomme
des bodhisattvas, la marche héroïque. Alors, bon, là, je fais une petite parenthèse. Voilà, le Kinin, c'est ça. C'est très important dans le Zen et ça a été transmis depuis Shakyamuni Bouddha. Et donc, on a des traces écrites de la transmission de cette méditation qu'on pratique dans ce dojo, dans tous mes dojos et dans les dojos de Maître Deshimaru, qui est une méditation en marche. Et donc, alors là, j'explique que la position du zazen est plus apparentée à la posture primitive du singe et que la méditation en marche qu'on appelle le Kinin est plus apparentée à l'évolution vers l'homme. Voilà. On peut donc en déduire que la posture assise est l'origine de l'humanité et que la posture de Kinin en est le summum. Bien qu'elle puisse paraître à certains la pointe de l'évolution vers la station verticale, la posture de Zazen s'en trouve plutôt être l'origine. En effet, pour un animal à quatre pattes, l'expérience de la station debout n'est possible qu'après le passage par la posture assise. Dans la posture assise, stable, la nuque se libère, les bras deviennent disponibles et la vision s'émancipe. Grâce à l'archéologie moderne, on a retrouvé des traces qui suggèrent l'existence de la posture de Zazen dans des lieux et à des époques antérieures à la venue des patriarches. Celle-ci remonte jusqu'à 6000 ans avant notre ère et se trouve dans des endroits qui n'ont pas grand-chose à voir avec le bouddhisme moderne de Shakyamuni Bouddha, qui a seulement 2500 ans. On voit donc sur cette image des traces de l'assise bouddhique en Europe, bien avant, bien entendu, qu'il ait été transmis par Maître Deshimaru. Lors de vraisemblables rituels funéraires antiques, à l'actuel emplacement de la Yougoslavie, sur certaines statues de la Gaule antique aussi bien que sur les représentations du dieu celte Cernunnos, que les Romains appelaient d'ailleurs le dieu assis. Également en Norvège, où le plastron de cette statue rappelle le rakusu que portent traditionnellement les moines. Dans l'art de l'Empire romain tardif ou encore dans les temples irlandais, où la posture des mains de ces statues évoque clairement celle adoptée dans la posture de Zazen. Nous avons la chance, grâce à Maître Deshimaru, d'avoir reçu l'enseignement tout à fait pur, la moelle du bouddhisme, comme il le disait lui-même. Celle-ci n'est pas basée sur les écrits, sur les sutras ou sur les cérémonies et les préceptes, mais d'abord sur la connaissance de soi-même. Et soi-même, c'est avant tout le corps et l'esprit. On peut alors résumer l'approche de la connaissance de soi au travers de la pratique de Zazen par l'observance de trois piliers principaux qui sont la posture, la respiration et l'attitude de l'esprit. Le Bouddha a enseigné 4 postures essentielles du corps. La première est la posture assise, le Zazen. La seconde est la marche, le Kinin. La troisième est la prosternation, le Sampai, obtenir la moelle du maître en se dépouillant du corps et de l'esprit. La quatrième, la posture de Gassho, qui est commune à beaucoup de religions. Comme je l'ai déjà dit, l'enseignement authentique du bouddhisme passe par le corps tout entier et le comportement tout entier avant même de passer par la compréhension intellectuelle. Parlons donc du Zazen, qui est l'essence de l'enseignement transmis par le Bouddha Shakyamuni. C'était également la pratique qu'il conseillait à ses disciples
pour pouvoir comprendre par eux-mêmes ce qu'il enseignait à travers ses conférences. La particularité de cette posture par rapport à certaines postures de yoga qui lui ressemblent, c'est que le pratiquant est assis sur un coussin. On appelle en japonais un zafu. Il est important dans cette assise, qui est différente de l'assise habituelle, de pousser la terre avec les genoux et de pousser le ciel avec la tête. La colonne vertébrale étant parfaitement droite, le menton rentré, le nez et le nombril sur une même ligne, les épaules et les oreilles sur un même plan, les épaules bien détendues et tombant vers le bas. Le regard posé à 45 degrés vers le sol, les yeux sont mi-clos, le bassin légèrement basculé vers l'avant, ce qui permet au diaphragme et à toute la masse abdominale de se détendre. Le menton est rentré et la nuque bien étirée. En deuxième lieu, la posture de Kinhin. Cette posture nous apprend à pouvoir continuer la même méditation, la même concentration à partir de l'esprit profond, tout en agissant, tout en bougeant, tout en marchant. Elle maintient les mêmes caractéristiques que le zazen, c'est-à-dire la rectitude, la position des épaules et de la tête bien détendue et l'alignement de la colonne vertébrale. Cette posture est plus difficile encore que le zazen. Le maître de danse Maurice Béjart, qui était disciple de maître Deshimaru, la faisait pratiquer tous les jours à ses danseurs. La particularité de Kinhin est d'être une marche très lente, où l'on avance par petits pas d'un demi-pied, et d'être rythmé par la respiration elle-même. La troisième posture est le Sanpai. Il est dit dans les textes anciens que l'on obtient la moelle du maître par le Sanpai. En japonais, san veut dire 3, pai veut dire prosternation. En général, on effectue 3 prosternations, mais on peut en faire 9, on peut en faire 100, on peut en faire 1000. Au moment de cette prosternation, on doit abandonner toute pensée et se dépouiller du corps et de l'esprit individuel. La quatrième posture s'appelle en japonais le gassho. Commune à de nombreuses religions, c'est la posture de la prière. Elle représente la non-polarisation de la conscience, relier l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, relier le cervelet et le cerveau frontal. Cette posture nous aide à concentrer notre esprit en un seul élan et ainsi à joindre notre esprit à celui de Bouddha ou de Dieu. On l'utilise pendant les cérémonies, pendant les prières. Elle est efficace instantanément. Le deuxième pilier de cette pratique, c'est la respiration. Elle est le lien entre le macrocosme et le microcosme, entre l'esprit et le corps. Pour cela, elle est de première importance et le Bouddha la transmettait comme un enseignement secret. Pendant la pratique de zazen, on se concentre tout particulièrement sur l'expiration en pressant la masse abdominale vers le bas. L'énergie descend, descend, descend. Toutes les complications, toutes les mauvaises énergies sont purifiées par la terre. À la fin de l'expiration, l'inspiration va se faire automatiquement. Et on reçoit l'énergie pure qui vient de la terre. Elle remonte jusqu'aux poumons et ouvre tous les centres vitaux. Après un certain temps de cette pratique, la respiration devient universelle et nous relie à la terre et au ciel. Le troisième pilier est l'attitude de l'esprit. Alors, comment penser pendant zazen? À quoi penser pendant zazen? Maître Dogen écrivait « Étudier la voie du Bouddha, c'est s'étudier soi-même. Et s'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même.
Oublier son moi individuel. S'oublier soi-même, c'est être certifié par toutes les existences du cosmos. Dans le Fukan Zazenui, il dit encore « Il faut penser sans penser ». Comment pense-t-on sans penser? Hishiryo, en japonais, la pensée absolue, bien au-delà de la pensée ordinaire. Cela est en soi l'art essentiel du zazen. On a pu constater, à travers l'observation d'images scannées du cerveau, que l'activité électrique se modifiait dans les différentes parties du cerveau pendant la méditation. On a aussi pu constater que le cerveau des pratiquants chevronnés était modifié par rapport à celui des personnes ordinaires. Donc, on va vous montrer d'après ces images les modifications observées selon différents exercices méditatifs. À gauche, vous avez donc une image du cerveau dans l'état ordinaire. À droite, vous pouvez noter les modifications qui s'opèrent dans un état de méditation. Ici, sur l'image de droite, vous pouvez voir que l'activité du lobe frontal, et plus particulièrement de la glande pituitaire, est plus intense qu'à l'état normal du repos. Par contre, la partie postérieure droite du cerveau est moins active. La déduction qui est faite de ces résultats est que lorsque l'on se concentre sur le lobe frontal, le troisième œil, comme on dit, la perception de l'espace et du temps diminue. De tels aspects de la méditation peuvent aujourd'hui être mis en évidence par l'imagerie scientifique. Toujours la même chose, soit à gauche, le cerveau au repos, et à droite, pendant l'exercice méditatif. Il s'agit ici de nonnes franciscaines en train de faire leur prière. Donc, on s'aperçoit à la différence de la diapositive précédente, qui illustrait une méditation de visualisation réalisée par des moines tibétains, que le contraste entre l'activité des différentes zones du cerveau est nettement moins précise. On peut néanmoins remarquer à l'activité réduite du lobe postérieur droit que la perception de l'espace-temps diminue, et à l'activité du lobe frontal que la concentration consciente augmente. On remarque pour finir que l'aire correspondant au contrôle du langage est modifié, illustrant ici l'implication de cette zone du cerveau dans la psalmodie des prières. Il a également été mené de nombreuses expériences sur l'activité du cerveau lors de la pratique de la méditation zen, principalement à l'université de Komazawa au Japon. En 1977, Maître Deshimaru s'est prêté à une de ces expériences en direct sur les plateaux de Antenbe. Si donc le diagramme de l'activité du cerveau de Maître Deshimaru, alors qu'il n'était pas encore en méditation, étant entouré de beaucoup d'agitation, le public, les lumières, les micros, le maquillage, le diagramme affiche quelques sursauts, signaux de stress qui sont d'autant de témoins de l'activité légèrement éparse de sa concentration à ce moment. Après environ un quart d'heure de méditation de zazen proprement parlé, le diagramme affiche de manière évidente une mise en phase de l'activité des différentes zones de son cerveau. Cela est illustré par la régularité et l'harmonie de chacun des tracés, mais également des tracés entre eux. On peut en déduire donc que pendant le zazen,
le cerveau est engagé dans sa totalité. Pas seulement le cerveau d'ailleurs, mais également tout le système nerveux, le système circulatoire, le système musculaire, les vibrations cellulaires, etc. Tout va se phaser en une seule et même fréquence commune, qu'on appelle dans le zazen corps-esprit. Pour le néophyte dans la pratique du zen, il semblerait que posture, respiration et attitude de l'esprit soient trois choses différentes. Il y a en plus l'étude des textes, des sutras et la pratique des cérémonies. Mais en réalité, en élevant un peu son esprit, on peut se rendre compte que tout est conscience. Vous pouvez admirer ce diagramme qui a été fait par le CERN. Au vu de ce schéma, on peut voir la physique comme une science qui nous est inaccessible. On peut voir le phénomène du Big Bang comme quelque chose d'extérieur et de mystérieux, mais on peut aussi penser que nous y sommes liés et qu'il est lié à notre propre existence et à notre propre conscience. Observons ce diagramme. Il commence au point zéro, le néant. Mais attention, le néant n'est pas la vacuité. Le néant, on peut dire, c'est rien. Mais rien n'est pas quelque chose. Ce point zéro est un concept de ce qu'il pourrait y avoir avant qu'il y ait quelque chose. Donc c'est le point de départ de toute chose. Si on ne part pas du zéro, on ne peut pas avoir de point de départ. Donc au point zéro, supposé être avant le Big Bang, l'univers est potentialité pure. La première chose qu'on pourrait connaître après le Big Bang s'appellerait la manifestation de la vacuité. Le temps et l'espace à leur création sont sans dimension et la température infinie. La manifestation de la vacuité marque donc le début du déroulement du temps. L'univers est alors révélé, ce qui le différencie du néant. Très peu d'espace-temps après cette manifestation, apparaissent les premiers éléments connus. Les milliardièmes de seconde seulement après le Big Bang, la température du cosmos est extrême. L'univers est alors un peu comparable à ce qu'on appellerait le chaos dans notre Genèse, lors de la création du monde. Du point de vue de certaines théories de la physique récente, l'univers d'alors serait fait de ce que l'on nomme les cordes. Les cordes seraient les fréquences basiques de la matière. Elles représentent un état entre le vide et la forme, origine de toute potentialité future. L'instant d'après, les cordes s'organisent et forment des protoparticules libres. À l'instant d'après, ces protoparticules se stabilisent, formant les particules élémentaires. Celles-ci, dans le modèle standard de la physique subatomique, sont généralement appelées quarks. Rapidement, ceux-ci s'assemblent, formant alors les protons ainsi que les neutrons, qui sont véritablement les constituants fondamentaux stables de la matière. 3 minutes après le Big Bang, la température reste extrême malgré sa baisse à 10 puissance 9 degrés. L'univers apparaît comme une soupe opaque alors que les protons et les neutrons s'associent en noyau simple. 300 000 ans, moins 3 minutes plus tard, la température a considérablement baissé, puisqu'il ne fait plus que 6000 degrés. Les électrons libres s'associent au noyau et forment ainsi les atomes. La lumière peut circuler librement et tout l'univers se met à briller. 1 milliard d'années plus tard, alors qu'il ne fait plus que 18 degrés, les atomes s'associent en structure complexe.
Les galaxies se forment à partir des nuages de matière. L'univers devient majoritairement transparent. À l'époque actuelle, 15 milliards d'années après le Big Bang, le vide intersidéral est glacial. Les atomes sont organisés en molécules qui ont donné naissance à la vie sur les planètes. Les premières étoiles meurent. En temps linéaire, il aura donc fallu 15 milliards d'années pour que la conscience du Big Bang se manifeste dans une entité biologique. Et c'est maintenant. Et c'est nous. Il faut bien comprendre que si cette conscience se manifeste maintenant dans le temps linéaire, elle se manifeste également maintenant de façon absolue. La conscience de ici et maintenant, et donc au-delà du temps. En effet, d'où vient notre corps-esprit? Qu'est-ce que notre corps-esprit? En bref, que sommes-nous? Eh bien, nous vivons dans une galaxie. Le cosmos est en effet peuplé de galaxies, qui sont, pourrait-on dire, des nuages d'étoiles. Dans notre galaxie, par exemple, se trouve notre système solaire, avec donc la Terre et toutes les planètes que l'on connaît. Certaines de ces planètes peuvent devenir des biosphères, où la vie devient possible. Elle se développe et avec elle la diversité biologique, dont nous, les êtres humains, faisons partie. Donc l'individu que chacun d'entre nous est aussi une unité fonctionnelle de systèmes plus complexes. Regardons donc, si vous le voulez, de quoi est faite cette unité fonctionnelle qu'on appelle un individu. Laissons alors le macrocosme et plongeons dans le microcosme. On a vu que même si un univers paraissait être une chose en soi, que l'on pouvait définir facilement, en fait, il était beaucoup plus complexe. Alors prenons pour point de départ, et comme exemple, l'homme, qui est une unité biologique que l'on pense pouvoir décrire très facilement. On peut tout d'abord voir que l'homme est composé de différents systèmes, comme les systèmes osseux, circulatoires, nerveux, lymphatiques, musculaires, hormonaux, digestifs, respiratoires et génitaux. Ces systèmes sont eux-mêmes des ensembles d'organes. Et ces organes sont eux-mêmes des assemblages de tissus, eux-mêmes composés de cellules reliées entre elles. Alors prenons la cellule, elle est en elle-même une unité fonctionnelle. Elle est d'ailleurs ce qui définit un organisme comme étant vivant. Un être humain, au passage, est composé d'environ 100 000 milliards de cellules. Si l'on observe maintenant de quoi cette cellule se compose, comme par ici sur cette coupe du foie, on peut voir que la cellule est également dotée d'organes, comme notamment le noyau, qui contient l'ADN, intelligence moléculaire de la cellule. Les cellules communiquent entre elles de manière chimique ou électrique au sein d'une communauté que l'on nomme tout simplement un tissu, comme nous venons de le voir. Si d'apparence la cellule se trouve être une unité finie et apparemment facile à décrire, regardons tout de même de plus près. Qu'il s'agisse des membranes, du cytoplasme ou de l'ADN, toutes les structures cellulaires sont en fait des combinaisons moléculaires. Les protéines sont des molécules, l'ADN est une molécule, l'eau est une molécule. Il s'agit évidemment de ces mêmes molécules qui sont apparues quelques milliards d'années après le Big Bang. Elles forment aujourd'hui notre corps, comme elles formaient celui de l'univers
il y a déjà 14 milliards d'années. Les molécules de grande taille sont composées de molécules de taille inférieure, qui sont elles-mêmes composées d'atomes. Atomes. On pourrait croire qu'enfin nous voilà arrivés à l'encontre de la plus petite unité de matière qui existe. Mais qu'est-ce qu'un atome? Est-ce vraiment une structure finie? Grâce aux accélérateurs de particules, il a pu être démontré scientifiquement que les atomes qui constituaient l'univers 300 000 ans après le Big Bang étaient en fait composés de particules plus petites, comme les protons, les neutrons et les électrons. Ces mêmes particules formaient la soupe opaque qu'était l'univers quelques 3 minutes déjà après le Big Bang, vous vous souvenez? Mais ces particules sont encore constituées, selon le modèle standard de la physique subatomique, d'éléments plus petits, les quarks. Selon les théories récentes des supercorps, il est également suggéré que les quarks eux-mêmes seraient à leur tour des manifestations des cordes. Les cordes représentent donc les éléments vibratoires primitifs à l'origine potentielle de toute particule. C'est à ces niveaux microscopiques que toute observation ne peut se faire sans l'interférence d'un observateur. Essayez d'observer une corde, vous verrez un quark. Comprenez que jusqu'à présent, aucun procédé scientifique n'a permis la détection d'une structure apparentée à ce que l'on nomme une corde, ni même d'ailleurs un quark libre. L'existence de ces deux entités est en effet théorique, et leur plus grande réalité, outre toute la matière qui en découle, se résume à une construction physico-mathématique. Une corde est en fait la matrice d'une probabilité locale d'énergie. Un quark d'une probabilité locale de matière. Ni l'un ni l'autre ne sont détectables, mais sans eux, rien n'existe. On peut donc les comparer à la vraie nature dont parle le Bouddha. Tous ces éléments primaires contenus potentiellement dans la vacuité sont alors définis par l'observation que l'on en fait. Il en va de même pour la vacuité, qui se trouve être définie par la conscience que l'on en a. En effet, la vacuité, comme le disent Vimalakirti et Nagarjuna, est vide de vacuité. De facto, l'observation du point zéro crée la vacuité. Et l'observation de cette vacuité crée, au-delà des cordes et des quarks, tout ce qui s'ensuit. C'est ça le Big Bang. La création de l'univers par l'observation et la conscience d'ici et maintenant. Si la conscience du Big Bang a 15 milliards d'années, elle existe cependant de tout temps, ici et maintenant, à chaque instant. Le point zéro, le néant, que personne ne peut ni définir ni connaître, peut pourtant être réalisé. C'est ce que les Bouddhas nomment le nirvana. Dans le sutra de l'Anya Shingyo, il est dit Shiki Sokuse Ku, Ku Sokuse Shiki. Les phénomènes existent simultanément au vide, et le vide existe simultanément au phénomène. J'espère que les explications qui ont précédé vous le feront comprendre. Beaucoup considèrent que la non-pensée du zen est de nature nihiliste, mais elle sert en fait à dévoiler sans interférence une conscience plus vaste que celle des mots. Le disciple, comme le disait Dogen, doit être capable, à partir de cette conscience silencieuse, d'exprimer clairement de nouveaux paradigmes qui illumineront ses neurones et créeront de nouvelles connexions, ainsi qu'une manière plus vaste de percevoir l'univers. C'est ce que Dogen nomme Kishiryo, pensée du très fond de la non-pensée.
et que les maîtres nomment satori, fondement indispensable à la bonne santé du pratiquant. Pour cette raison, n'allez pas croire que comprendre de cette manière soit obsolète et qu'exprimer cette compréhension soit inutile. Plus vous comprenez et plus vous l'exprimez, plus votre conscience et votre personnalité s'émancipent. Quand vous pratiquez Zazen, vous n'êtes plus séparés de cette réalité. Maître Dogen disait « Pensez du tréfonds de la non-pensée ». Les scientifiques, après de longues années d'études, ont pu détecter et objectivement voir la nature des choses, ce qui est une grande aide pour les sages. Dans la démarche du Zazen, comment remonte-t-on à la conscience de l'infiniment petit, à la conscience originelle? Par la méditation, par la conscience elle-même et par le cerveau lui-même. Et donc, on pourrait dire que la conscience du vide se trouve dans le cervelet, et donc penser du tréfonds de la non-pensée veut dire penser à partir du Big Bang, à partir du vide, à partir de la racine de toute chose. Qu'est-ce que le Big Bang? Le Big Bang, c'est l'éveil de toute chose, la création de toute chose, ou le retour au point zéro. La méditation du Zazen n'est pas séparée de quoi que ce soit. Alors, on va allumer. Tu peux allumer.